toute histoire de fantaisie est avant tout synonyme d'imaginaire. La fantaisie commence là, c'est-à-dire un moment où on n'est plus dans la réalité proprement dite, où le merveilleux fait irruption, et surtout, nous, auteurs, scénaristes, etc., on va essayer de faire en sorte que ça soit réaliste. Donc c'est du fantastique réaliste d'une certaine manière, c'est-à-dire à chaque fois faire en sorte que le surnaturel soit accepté, soit crédibilisé et donc soit immersif. Quand on est précipité dans un monde de fantaisie, il y a la nécessité de ce qu'on appelle la suspension de l'incrédulité, c'est-à-dire que on prend les choses pour acquises, on se dit voilà, je rentre dans un monde où il y a des nouvelles règles. Bien souvent réduite à des stéréotypes, la fantaisie a su évoluer avec son temps et se diversifier au contact d'autres genres, comme la science-fiction. Elle reste une source inépuisable d'inventivité. Dans la fantaisie, un chat qui parle, pas de problème. Tous les chats parlent, de toute façon, dans le monde de fantaisie. Donc, il n'y a pas à se poser de questions. C'est la magie qui l'a animé, ou c'est le peuple des chats qui a délégué. Enfin, on peut imaginer n'importe quelle histoire pour justifier. En fait, peut-être qu'on utilise la fantaisie de plus en plus comme une espèce de terme fourre-tout pour regrouper des éléments qui viennent aussi de la science-fiction et du fantastique, comme moi j'utilise le terme d'imaginaire que pas mal de gens n'aiment pas. Après, il y a une fantaisie qui existe et qui dépasse la littérature, qui dépasse les romans, qui dépasse la forme, je dirais, et qui est un rapport à l'imaginaire vital, c'est-à-dire l'imagination elle-même. C'est comme le besoin que l'homme a d'invisible, en fait, et d'invisible à hauteur d'humain, c'est-à-dire qu'il ne soit pas forcément pris en charge par la religion, qu'il ne soit pas forcément pris en charge par une autorité, une institution, mais qu'il lui soit propre. C'est un phénomène encore peu connu, mais on trouve depuis des années en France des auteurs de fantaisie et tout autant de façons d'aborder ce genre littéraire. Mon approche, c'est toujours celle-là, en fait. C'est quel univers je pourrais faire qui soit porteur d'histoire. Donc c'est souvent ça. Et après, c'est souvent des hommages. Donc j'ai fait 2 grands cycles au niveau fantasy, de la fantasy légère avec beaucoup de magie, qui est clairement un hommage à un auteur américain que j'adore qui s'appelle Jack Vance. Et puis l'autre pendant, qui est un pendant beaucoup plus guerrier, sombre. Donc là on est plus dans du Conan ou de la fantasy japonaise, puisque c'est l'univers des hordes. C'est un hommage direct à un manga qui s'appelle Berserk, de Kentaro Miura. Pour moi, un monde ne vit devant moi, devant mes yeux, dans ma tête, qu'à partir du moment où il y a de la magie. Donc, j'adore le polar, j'aimerais écrire du polar, mais typiquement, je ne saurais pas le faire pour l'instant. Parce que je manque de percussion par rapport à ce que ça peut être. Et surtout, je suis très désemparé, en fait, parce que je n'ai plus la magie, finalement, pour pouvoir faire naître des choses qui m'habitent ou qui sont importantes à dire ou à mes yeux, mais c'est d'abord la magie, en fait, que je trouve constitutive du monde et de l'univers dans le merveilleux. Quand j'aborde la fantaisie en tant qu'auteur, c'est quand j'ai envie de revenir un peu aux sources des histoires mythologiques, des histoires, on va dire, simples. Il y a des vérités très simples qu'il est bon de se faire rappeler de temps en temps. C'est vraiment la continuité
des récits mythologiques, et on retrouve cette richesse-là qui fait peut-être défaut, on peut la retrouver dans la fantasy. Moi, j'ai écrit quelques textes qui relèvent assez ouvertement de la fantaisie, qui sont soit sur les mythes grecs. Par exemple, j'ai un roman qui s'appelle 3 pépins du fruit des morts, qui se passe dans le monde contemporain, mais qui utilise des éléments du mythe de Perséphone. Ou plus récemment, j'ai participé à un livre qui est une espèce de guide sur Kadat, la ville de Lovecraft. Et là, pour le coup, c'est un texte de fantaisie. Mais si on m'avait demandé, moi, il y a 10 ans, ou même encore assez récemment, indépendamment de ce que je connais du monde de l'édition, toi, ce que tu écris, c'est quoi? J'aurais dit spontanément, c'est du fantastique. Pour moi, c'était plus ça, parce que j'écris des choses qui se passent aujourd'hui, avec des personnages ordinaires qui sont confrontés à des événements surnaturels. J'écris pas tellement sur la magie, un petit peu sur les mythes. Je suis pas du tout créatrice d'univers. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'irruption du bizarre et de l'étrange, du surnaturel dans le monde qu'on connaît. Après, c'est vrai que je constate depuis 10 ans qu'on m'a souvent classée dans la fantaisie. Et je ne sais pas si c'est parce que je suis arrivée à un moment où le fantastique était considéré comme mort et donc il fallait pas trop dire qu'on en publiait. Donc non, c'est pas du fantastique, c'est de la fantaisie, d'accord. On va coller l'étiquette fantaisie, ok, pourquoi pas. Ou bien si c'est parce que, comme je disais, la frontière entre les genres est de plus en plus floue. Et j'ai l'impression que c'est ça en fait, parce que un exemple que je trouve frappant, c'est en ce moment le truc à la mode, c'est toutes les histoires qui tournent autour des vampires, loups-garous, démons et tous ces trucs-là. Pour moi, très clairement, c'était du fantastique. Mais ce sous-genre-là est considéré comme un courant de la fantaisie. Je me retrouve affiliée à la fantaisie, peut-être un peu par accident, parce que c'est pas ce que je pensais écrire moi. Il se trouve que après on me dit, ben voilà, ce que t'écris, c'est de la fantaisie. C'est pas comme ça que je l'aurais défini, mais a priori, j'ai envie de dire, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de dire, j'ai envie d'écrire ça là maintenant. Et après, la question de coller une étiquette dessus, c'est le boulot des éditeurs, des libraires, c'est le boulot des critiques, des lecteurs. Pour moi, c'est pas celui des auteurs. Ça me construit pas spécialement d'être auteur de quoi que ce soit en fait. Ce qui me construit, c'est plus de savoir que j'entretiens un jardin invisible et que de ce jardin sortent des fruits qui sont des livres, qui sont des jeux, qui sont des dessins, qui sont des choses dont je donne beaucoup en fait. La plupart de mes textes sont en Creative Commons sur le net. Même quand ils sont publiés, j'essaie de faire en sorte qu'ils soient disponibles. Je crois au dématérialisé, je crois à toutes ces choses-là. Donc je crois que je pourrais pas me considérer comme un auteur de fantasy parce qu'on m'a des fois dit que j'étais un auteur de science-fiction et une fois dit que j'étais un auteur de littérature générale, c'est complètement stupide à mon sens quoi. Donc je préférerais dire que je fais des choses tout simplement. Tout en cherchant à sortir des sentiers battus de la littérature française, ces écrivains se différencient également de leurs homologues anglo-saxons. Je pense pas qu'il y ait une spécificité de la fantaisie française, si ce n'est cet héritage, Alexandre Dumas, l'épique, les intrigues un peu complexes, le baroque, les univers baroques, les froufrous, la métaphysique, l'autobiographie, toutes ces choses-là. Il faut retrouver une simplicité que les anglo-saxons ont eux naturellement. Et ça, très précisément, moi je suis encore en train de le rechercher ça. C'est-à-dire, ils sont complètement décomplexés. Et je pense que nous, on est complexés par rapport à notre écriture ou notre façon d'aborder l'imaginaire, parce qu'on est en France, qu'on est un pays cartésien, enfin, etc., etc. On va pas refaire tout le parcours à ce niveau-là, mais c'est vrai je pense qu'on est arrivé avec des complexes. Ça a fait notre force et puis nos défauts aussi. C'est-à-dire qu'on n'a jamais su, on est toujours sur la corde raide entre vouloir écrire des romans qui veulent dire des choses, où l'écriture se veut ciseler ou peut-être très travaillée, et à côté de ça, servir une histoire. Faut pas avoir peur des modèles américains, puis il faut pas essayer de les suivre parce que ils ont une façon de travailler qui est pas la même que la nôtre, et je pense qu'ils sont plus forts dans ce qu'ils font. Notamment des gens comme Robin Hobb qui arrivent à faire des séries avec 1000 volumes. J'ai l'impression que nous, on n'est pas capable de faire ça. Il y a pas vraiment de Français à ma connaissance qui arrivent à dépasser 4 ou 5 volumes comme ça. Peut-être aussi pour des raisons simplement éditoriales, hein. C'est peut-être juste des raisons financières, j'en sais rien. Mais il y a beaucoup d'auteurs américains, et pas seulement dans ce domaine-là, qui sont capables de passer 20 ou 30 ans sur le même sujet et de creuser leur sillon comme ça, inlassablement. En France, j'ai pas l'impression. C'est une fantaisie qui se voulait peut-être plus littéraire que ce qu'on trouvait à l'époque aux États-Unis ou même en Angleterre. Donc oui, il y a peut-être une spécificité française à ce niveau-là, peut-être une exigence de style qui avait clairement pas aux États-Unis. On écrit des livres qui sont totalement dans le cœur du genre, mais les références qu'on amène dans ce genre sont ailleurs.
Et j'ai l'impression que c'est une démarche qui est vraiment commune à tous les auteurs actuels. C'est comment est-ce qu'on enrichit le genre. C'est pas tellement en réfléchissant sur les codes, c'est en amenant des choses qui viennent d'ailleurs finalement. Wonderful a une histoire un peu compliquée. C'est mon deuxième bouquin, c'est le plus dur à faire, il paraît. En tout cas pour moi c'était vrai. Déjà à la base je l'avais conçu comme un jeu, c'était un jeu de rôle qui devenait un jeu, qui est devenu un jeu vidéo. Et j'ai trouvé une histoire et qui avait l'apparence d'un golden path à l'intérieur d'un jeu, quoi, c'est-à-dire d'un espèce de sentier parfait, de walkthrough parfait comme ça à travers le jeu. Et finalement, en prenant le walkthrough, j'ai dit bah tiens, ça pourrait faire un roman ça. Donc en prenant le point de vue des joueurs qui passaient, et j'ai posé ça en fait, et c'est comme ça que j'ai réussi à craquer le problème du roman en fait. Et qui à ce jour est mon roman qui a le plus de succès, c'est-à-dire un succès assez petit. À l'instar du cinéma et de la bande dessinée, le jeu vidéo a contribué à façonner l'imaginaire de toute une génération d'auteurs. Le jeu vidéo, c'est pas une influence directe dans le sens où c'est pas quelque chose qui m'a donné des idées vraiment, concrètement pour écrire. Par contre, ça fait partie des choses qui ont nourri mon imaginaire, c'est-à-dire que j'ai quand même passé toute mon adolescence un peu immergée là-dedans. Je passais mon temps à lire des revues et j'achetais pas forcément tous les jeux que je voulais parce que bon, ça coûtait cher quand même et je pouvais pas en acheter autant que je voulais, mais j'étais fascinée par des fois en lisant dans les revues les comptes rendus, de lire simplement le descriptif d'un jeu, de voir l'image et d'essayer de m'imaginer à quoi il peut ressembler. Et souvent, c'est vrai que j'étais déçue une fois que j'avais le jeu devant moi parce que j'avais imaginé quelque chose de beaucoup plus, souvent de beaucoup plus riche parce que c'était beaucoup plus limité que ce qu'on fait maintenant. Je faisais ça un peu avec le cinéma, avec les films d'horreur notamment. Il y a une époque où j'étais fascinée par les films d'horreur, mais j'osais pas en voir. Je pensais que ça foutait vraiment la trouille. Donc je lisais les résumés, je me faisais tout un film autour, je m'imagine des histoires. Et en fait, quand je voyais les films, j'étais déçue parce qu'ils faisaient pas si peur que ça finalement. Avec les jeux, j'ai un peu eu le même rapport. Je sais que la couverture de Zak McKracken a été pour moi une révélation, quoi. Je veux dire, cette boîte de Zak McKracken que j'avais achetée à l'époque, c'était une révélation. Je veux dire, elle trônait sur mon bureau. C'était ça que je voulais faire, quoi. Mais juste cette boîte. Après, le jeu lui-même, voilà. Mais pour moi, tout était contenu dans cette boîte. Et moi, c'est ça que j'aime bien. C'est le moment où il n'y a plus rien, il y a plus de frontières entre les choses. Il y a tout qui coule, et en même temps tout coule, mais tout coule dans une perspective artistique très complète, très unifiée, très cohérente en fait, quoi. Et ça, pour moi, c'est le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on prend toutes ces sources, on prend toutes ces choses, on sait pas vraiment ce qu'on fait, et en même temps, on essaie de faire tenir debout et de rendre un objet final qui est composé de tout un tas d'images en fait. Et c'est vrai que moi, j'apprécie énormément cette démarche-là, quoi. J'avais joué dans des salles d'arcade comme ça aussi, et alors là, j'ai joué beaucoup à Gauntlet, une sorte de jeu d'aventure où il faut échapper à des hordes de n'importe quoi, des gobelins, des zombies, et je me souviens très bien, c'était quelque part dans Paris, mais je sais plus où il y avait une borne où on pouvait jouer à 4 autour, comme si on était autour d'une table, quoi, et chacun avait son joystick et l'écran était au milieu, quoi. Ça, c'est souvenir assez fort. J'ai toujours eu des micro-ordinateurs plutôt que des consoles en fait. Donc c'est plutôt l'aspect programmation moi, qui m'a toujours intéressé dans les jeux finalement, plus à la rigueur que les jeux eux-mêmes. Et j'ai énormément tapé les jeux d'une revue qui s'appelait Hebdogiciel, qui était une revue qui était quasiment que du code, quoi. C'était des lignes de code, et puis on rentrait, alors c'était du basique ou du langage machine. J'ai dû taper des milliers de lignes de code, quoi, à l'époque. Je tapais, il me fallait, je sais pas, entre 1 heure et 2 heures pour taper un jeu, puis je devais y jouer 5 minutes, quoi. Voilà. Ça a été mes premières expériences avec le jeu vidéo, finalement. Moi, j'ai eu mon premier ordinateur et j'ai pu jouer chez moi à partir de 20 ans. Je suis dans 72, donc avant c'était que chez les copains, donc c'était une fascination totale, c'est-à-dire Videopack, Amstrad, Atari ST notamment, et là c'est des grands souvenirs de jeux qui sont du Wargames comme Colonial Conquest, l'ancêtre du FPS, Arctic Fox s'en faisait partie. Et surtout la découverte de la LAN, parce que je me vois encore courir dans les rues avec un dur, mon écran, mon moniteur pour aller faire un Doom. C'est des souvenirs majeurs. Et je crois toujours que j'ai toujours été fasciné en fait par le multi, et mes plus beaux souvenirs finalement vidéoludiques sont ceux-là. Tous les jeux qui m'ont fasciné, c'est des jeux qui avaient tous un élément soit fantastique, soit fantasy, soit science-fiction. Pour moi, ça faisait partie du truc en fait.
Et c'est vrai que World of Warcraft, j'ai été attirée par l'univers de fantasy d'une manière qui m'intéressait peut-être plus en jeu vidéo qu'en littérature. C'est-à-dire, j'aimerais pas forcément lire sur cet univers, mais par contre jouer et m'immerger dans cet univers-là, oui, effectivement, ça me branchait bien. J'aimais bien la création de races, c'est quelque chose qui m'a plu tout de suite. Et je pense qu'une partie du succès du jeu pour moi, c'est que ça emprunte des éléments à tellement d'autres univers. Il y a une création d'un univers original, mais il emprunte à beaucoup de choses finalement. Et le plus gros choc esthétique en fait que j'ai eu en découvrant le jeu, c'est quand j'ai découvert l'univers des morts vivants et notamment leur capitale fossoyeuse. Là, je me baladais dans un film de Tim Burton. Donc comme quoi, finalement, c'est peut-être aussi la partie fantastique qui m'a plu. Et le personnage que je jouais le plus longtemps est une morte vivante. C'était... À la limite, c'est ce qui se rapprochait le plus de mon univers. Au-delà de l'influence de son imagerie, le jeu vidéo s'apparente également, pour certains de ses écrivains, à un véritable espace de création. J'ai toujours dit que le jeu vidéo, c'était un de mes fantasmes de création. Je m'étais juré de travailler au moins une fois dans ma vie pour un jeu vidéo. J'ai travaillé, disons, sur des bibles de jeux. Donc il y a eu Outcast, il y a eu donc chez Infogrames, il y a eu Nightmare Creatures chez Callisto. C'était pas du tout les mains dans le cambouis au niveau de la technique. C'était plutôt voilà, la bible, inventer des personnages, inventer des lieux et des choses comme ça, quoi. Ce qui est un prolongement de l'activité que j'ai pu avoir aussi en tant que créateur de jeux de rôle, et les passerelles se faisaient comme ça. Ce que j'ai eu le sentiment, c'était dans les années 97, 98, il y a eu un moment que moi j'ai ressenti a posteriori comme un tout petit peu illusoire, où les gens se disaient oh bah maintenant on a la technique, ce que veulent les gens c'est du contenu, un contenu super profond, des mondes super riches, etc. Or il s'est avéré un peu par la suite que finalement les gens ils voulaient surtout du bon gameplay et des jeux qui marchaient bien. Un scénariste, un world designer, quand on le met en amont, peut être très utile pour définir un certain nombre de petites choses qui vont aussi orienter une production. Et le jeu vidéo étant une production très très compliquée, très complexe, un processus de création très complexe, c'est fondamental qu'un scénariste aujourd'hui, enfin un ou plusieurs scénaristes d'ailleurs, soient appelés en amont. Et c'est ça la vraie différence. Et moi j'ai vécu finalement un certain nombre d'évolutions à travers mes expériences professionnelles, où j'ai vu petit à petit qu'on m'appelait de plus en plus tôt en fait dans la production. On a toutes les leçons à apprendre, notamment des Japonais, hein. Ils ont déjà tout compris depuis bien longtemps. Et finalement c'est ça que nous on essaie de faire, je pense occidentaux, même anglo-saxons, c'est d'avoir la même démarche qu'ils ont pu avoir sur les Final Fantasy. Eric Chailly, je l'ai rencontré, je faisais une rubrique dans un magazine qui a disparu qui s'appelait Starfix Nouvelle Génération. Le rédacteur en chef de cette revue m'a dit tiens, on va aller interviewer Eric Chailly, il sort un nouveau jeu. À l'époque c'était Heart of Darkness. J'y suis allé, on s'est rencontrés, je lui ai passé quelques bouquins que j'avais faits de SF, et puis on est devenus potes, hein, tout simplement, en discutant de science-fiction. Sur son nouveau projet From Dust, je me suis retrouvé dessus, d'abord parce que je le connaissais donc depuis une dizaine d'années. Il a eu l'idée de ce projet il y a au moins 5 ans, et le projet a beaucoup évolué depuis, mais du coup j'ai assisté en tant que copain à sa genèse. Et donc un peu naturellement il m'a dit ouais tu as ta place dans l'équipe de base, quoi. À l'époque, le chef de l'édito d'Ubisoft m'avait dit que effectivement, il cherchait des gens qui aient d'autres références surtout, graphiques, scénaristiques, etc. Et donc qui ne viennent pas du jeu vidéo parce que il trouvait que ça sentait un peu le renfermé d'avoir des gens qui sortaient des mêmes filières. Mon titre est scénariste, mais en fait j'ai fait un peu de tout sur ce jeu finalement. Du world design jusqu'au... pas level design, mais j'ai travaillé avec les level designers et les game designers de From Dust, et puis les graphistes aussi, parce que c'est un jeu qui est très systémique, et donc la notion de scénario est assez extensive dans ce type de jeu, qui est un jeu
entre le God Game et le jeu d'aventure. C'est un jeu vraiment d'une nouvelle sorte, donc c'est difficile de faire rentrer dans des cases, et donc du coup, moi-même, en tant que scénariste, c'était difficile de me faire rentrer dans la case d'un simple scénariste. World designer, pour répondre précisément à la question, c'est d'abord faire en sorte que le monde existe et permet de tirer des fils tout le temps, et que à chaque fois, quand je tire ce fil, je reste sur la même pelote, en fait. Ça serait ça, c'est une grosse pelote de laine, et chacun va tirer son fil, mais ça sera toujours la même origine. Et le world designer, il va être là pour répondre à toutes les questions, de manière à ce qu'à chaque fois que le level designer vient vous voir et vous dit, voilà, j'ai besoin de faire des égouts, et vous allez pouvoir dire, les égouts, ils ont telle forme, parce qu'ils sont à tel endroit, et qu'ils ont été construits à telle époque. Mais ça ne passe peut-être que par 2-3 petits détails au niveau graphique, ça passe peut-être par un comportement IA qui a été adapté à la créature qui est là parce qu'elle a de bonnes raisons d'être là, et voilà. Et ça, c'est le boulot du world designer, c'est de dire, le décor, il est cohérent, il est préexistant, et toi, tu peux t'en emparer, mais toi aussi, tu vas me dire ce que je dois y mettre, ou ce que je dois réinventer derrière, pour faire en sorte que tout ça fonctionne. Donc je trouve que le boulot du world designer foncièrement sur un jeu de type RPG est vital. Alors on va croire que je défends ma paroisse, mais pour l'avoir vécu notamment sur des jeux comme BioShock, je trouve qu'un univers qui transpire, c'est-à-dire vous avez un bon gameplay, et surtout vous êtes invité à une balade dans un univers, il est cohérent de bout en bout, il est assumé, il est crédibilisé, et vous vous posez jamais la question de savoir si c'est normal ou pas. Vous êtes dedans, c'est une immersion totale. Et ça, c'est fondamental. Le plus important dans tout ça, pour un world designer, c'est aussi de créer une spécificité. On n'insiste jamais autant sur la manière dont un univers doit se spécifier, donc exister différemment et ne pas ressembler à tous les milliards de clones, Medfan notamment, qui existent. Et ça, les éditeurs ont très très peur de prendre des risques là-dessus, et ils ne comprennent pas souvent qu'il suffit de quelques petits twists ici et là pour déjà inverser complètement les perspectives sur un univers. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que le Medfan a quand même tendance à se dupliquer et à auto-forniquer pour accoucher d'univers qui n'ont aucun intérêt, qui sont tous les mêmes. Et je pense qu'on crée une vraie et profonde lassitude chez le joueur ou même chez le lecteur, parce que c'est vrai partout, ça. Hein. Moi, j'ai un gros problème dans ma vie, c'est que je suis très impatient. Je peux pas passer 6 mois à faire un truc, quoi. Sauf un roman, éventuellement. C'est pour ça que j'ai du mal à écrire beaucoup de romans. Mais globalement, moi, j'ai besoin de choses très rapides, des petits shots, quoi, parce que je crois vraiment à la notion de fragment, en fait. Et j'ai vraiment envie d'épouser le fragment en termes de création et de narration, quoi. C'est vraiment quelque chose que j'aime travailler. Et c'est aussi peut-être pour ça que j'ai cette affinité avec le jeu vidéo, et le pixel. Cette fragmentation de l'image, cette fragmentation de l'information, cette fragmentation de l'expérience narrative, tout ça, c'est des choses qui me parlent énormément. Donc si au bout d'un mois, mon jeu, j'en suis pas content, je sais que je fais autre chose. Si je sais qu'au bout d'un mois, je me dis, ah attends, ça serait mieux, je vais changer tous mes sprites, je vais changer tous mes triggers, machin, c'est foutu. Si ça vient pas tout de suite, si tout de suite j'ai pas un truc qui émerge, voilà, c'est foutu. Mais c'est parce que moi j'ai cette culture du prototype. J'aime bien prototyper des choses, j'aime bien bâtir des choses de manière analogique, avec du papier, des crayons. Maintenant, je réussis à transposer cet univers analogique, à le prendre, cette matière analogique, à la prendre et à la passer. Au niveau dans la machine, en fait, quoi, et en sortir une expérience. Alors bon, un gros gamer, mes jeux, il va trouver ça aussi intéressant qu'un poème, quoi. Donc ça peut l'intéresser ou ça peut ne pas l'intéresser. Voilà. À une époque, je lisais une revue qui s'appelait Amstrad 100%, et il y avait toute une rubrique programmation que je suivais, mais souvent j'arrivais pas trop à... Enfin, ça allait un peu trop loin pour moi. J'ai gardé tout ça religieusement en me disant un jour je vais essayer, mais ça m'intimide, ça a l'air quand même assez énorme. Bon, les graphismes qui ressemblaient pas à grand chose, qui étaient en 4 couleurs, je les ai faits avec un utilitaire de dessin. Je crois qu'il devait y avoir une douzaine de lieux, et c'est l'époque où je lisais Lovecraft, j'avais situé ça à Arkham. J'ai programmé ce petit jeu d'aventure avec analyseur syntaxique entre la période où j'ai arrêté de dessiner parce que c'était mon autre intérêt à l'adolescence et le moment où j'ai commencé à écrire vraiment sérieusement. Je crois que c'est peut-être un intervalle de quelques mois entre la fin du jeu et le début de l'écriture. Je sais pas s'il y a eu un déclic à un moment donné, mais c'est un moment où j'ai cherché en me disant je voudrais faire quelque chose de créatif. Là c'est vraiment quelque chose qui me branche, mais c'est quoi en fait? Le dessin, j'y arrive pas, c'est trop limité. Le jeu, j'aimerais bien, mais très clairement je suis pas faite pour ça. Et tiens, je vais me remettre à l'écriture, et effectivement, c'est l'écriture qui a collé.
J'ai trouvé l'écriture comme étant vraiment quelque chose qui me convenait parce qu'il y avait la création de personnages, il y avait tout ça. Et finalement, je suis pas quelqu'un de très visuel, ça me frappe avec le recul. J'aurais pas été capable d'inventer un univers très riche ou très coloré, même indépendamment des limites de la machine. C'est pas quelque chose dont je suis capable. Inventer des histoires, par contre, c'était un peu plus dans mes cordes. Et effectivement, l'avantage de l'écriture sur tout le reste, c'est que, j'allais dire, il n'y a pas une technique à apprendre. Si, il y a des techniques d'écriture. C'est quelque chose qui s'apprend sur des années, mais à la limite, c'est ses propres limites à soi. On n'a pas les limites de la machine, on n'a pas apprivoisé la machine, on a juste, je me pose avec un crayon ou un clavier et j'essaie de comprendre comment ça marche. Pendant longtemps, le jeu vidéo français était très narratif, justement, quoi. Ce qui n'était pas une mauvaise chose, parce que ça a donné des jeux extraordinaires, comme un Overworld, où finalement le gameplay, c'est cool, le gameplay d'un Overworld, tiens, il n'y a quasiment pas de gameplay, quoi. Et pourtant, c'est un jeu génial. Je crois qu'on est en train de comprendre que la narration, c'est pas autant le Graal qu'on veut le croire. Et on témoigne en Heavy Rain, quoi. Enfin, Heavy Rain fait du bien à l'industrie du jeu vidéo en général. Ça, je serais vraiment le dernier à cracher dans la soupe et dire qu'Heavy Rain, c'est pas. Après, en tant que jeu, moi, j'y ai pas trouvé mon compte, quoi. Loin de là. Je trouve qu'il y a 100 fois plus d'opportunités de jouer dans un Overworld que dans Heavy Rain, quoi. Et voilà. Et je pense qu'Heavy Rain articule très très bien cette idée de, alors, gameplay ou narration. Sauf que elle divise la question en deux. D'un côté, il y aurait le gameplay, et de l'autre côté, il y aurait la narration. Alors qu'en fait, quand on réfléchit bien, le gameplay, c'est la narration. Donkey Kong, c'est déjà narratif. C'est déjà narratif de sauter. Je saute un tonneau. Et je monte une échelle. C'est déjà narratif, on est déjà dans une narration, on est déjà dans l'accomplissement de quelque chose, et il y a une résolution. Alors il n'y a pas forcément peut-être les 3 actes tels qu'on les connaît à Hollywood, mais c'est déjà une narration, donc on n'a pas besoin d'opposer le gameplay narration. Enfin, je veux dire, c'est complètement fou de dire ça, quoi. C'est complètement de dire que d'un côté il y aurait les tenants de l'histoire, les tenants et les aboutissants de l'histoire tout puissants, et de l'autre côté il y aurait ce truc qui s'appelle le gameplay, qui est juste là pour donner du fun, mais c'est pas vrai, c'est la même chose en fait. La littérature de fantasy a influencé certains grands titres du jeu vidéo. Ces deux médiums partagent d'ailleurs plusieurs caractéristiques communes. Il y a très fort en commun la notion d'immersion. Et je pense que ce que j'ai recherché très tôt dans le jeu vidéo et que finalement j'ai trouvé assez tardivement, c'était on s'immerge dans un univers et on oublie complètement qu'on est en train de jouer. Je l'avais un petit peu frôlé avec l'Arche du Captain Blood parce qu'il y avait vraiment ce côté... on voyait par les yeux du personnage, on pouvait se persuader qu'on était dans ce vaisseau spatial, qu'on parlait vraiment avec les extraterrestres. Et dans World of Warcraft, j'ai retrouvé ça. On peut faire semblant qu'on y est pour de vrai. Il y a un peu ce côté comme quand on est enfant et qu'on s'immerge à fond dedans. Maintenant, à l'heure actuelle, c'est pas ce que je recherche moi en fantasy, mais c'est quand même ce que vont y rechercher beaucoup de lecteurs, je pense. On trouve des jeux directement inspirés d'univers de fantasy existants ou des créations imaginaires de fantasy. Et puis aussi, c'est le principe même du héros qui est au centre de la fantasy. Ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça, mais c'est d'abord une histoire de personnage. Parce que bon, souvent en fantasy, on a des stéréotypes, mais en fait, c'est avant tout une histoire de personnage. Le jeu vidéo, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on est au centre, on est incarné par un personnage et qu'on va faire se mouvoir à l'intérieur d'un environnement qui va se retrouver en face de danger. Voilà. On est typiquement dans une logique de fantasy à ce niveau. Dans les deux cas, on peut pas raconter d'histoire sans une architecture derrière, donc il y a la nécessité de faire un plan, la nécessité de réfléchir au personnage. Dans la littérature, on choisit entre 1000 scénarios qui peuvent nous passer par la tête, un scénario qui va être l'histoire qu'on va raconter. C'est un truc, c'est une autoroute, enfin on prend un seul chemin. Dans notamment le jeu de rôle vidéo, on réfléchit à toutes les possibilités. On est plus, je pense, dans une optique de démiurge, de créateur de monde, de quelqu'un qui maîtrise toutes les potentialités. Parce qu'un roman, vous déclinez ça de bout en bout, vous êtes toujours tant maître à bord que même à des moments vous pouvez faire des pirouettes, vous pouvez reprendre des chapitres et tout ça. Dans un jeu vidéo, vous avez passé la pré-prod, vous êtes en prod, vous allez avoir beaucoup de mal à revenir sur l'essence même du gameplay, sur des choses. Donc le roman est beaucoup plus malléable, d'une certaine manière. Le jeu vidéo, je trouve ça très complexe, et c'est en ça que c'est très intéressant. C'est qu'il y a tellement d'enjeux qui convergent de partout, qu'être au centre de ça, à la fois en tant que codeur, graphiste ou scénariste,
l'enjeu est qu'on avance ensemble. La notion de cinéma d'auteur ou d'œuvre d'auteur, c'est quelque chose de très français. C'est quelque chose qu'on peut accepter dans la mesure où il y a un créateur unique qui fait tout lui-même, ou qui a une personnalité et une légitimité à la Hitchcock tellement grosse et tellement monstrueuse que il est hors de question de remettre en cause que c'est lui l'auteur de ses œuvres, même si Hitchcock n'écrivait pas ses scénarios, par exemple. Voilà, mais je pense que c'est quelque chose dont on n'a pas à débattre aujourd'hui, de la même manière que de savoir si le jeu vidéo est un art ou pas. Ce sont des questions non avenues, quoi. Faut pas se poser ces questions-là, faut faire des choses, et puis s'il y a des œuvres dignes d'intérêt qui sortent du jeu vidéo, comme ça a déjà été le cas, eh ben tout le monde sera ravi, et voilà. Et si dans 50 ans on parle encore du jeu vidéo, c'est que forcément ça aurait été à un moment donné un art, quoi. C'est un médium très jeune, créé par des gens qui sont nés avec le médium. Ils savent comment il faut le faire. Personne ne peut leur apprendre comment on le fait réellement. On peut pas leur dire le jeu vidéo ça se fait comme ça, ou c'est ça. Ça leur appartient. Donc le milieu du jeu vidéo et l'industrie du jeu vidéo en général, à partir du moment où elle n'est pas fascisante, elle est pleine de créateurs avec un ego surdimensionné, quoi. Même à un niveau de graphiste, quoi. Et ça, il faut au contraire pas le taper, il faut le canaliser, et il faut faire en sorte que chacun ait sa place. Alors c'est peut-être une utopie, ce que je suis en train de dire, mais en même temps je pense que la clé elle est là, c'est-à-dire que tout le monde a l'impression de faire son jeu, tout le monde a l'impression de faire le jeu qu'il doit faire, quoi. Et il n'y a que eux qui savent le faire, comment il va. Et donc que quelqu'un arrive et qui dise c'est moi le chef, c'est mon jeu, le mec il se fait lyncher immédiatement, quoi. Pour ça, les seuls qui peuvent prétendre à ça, ce sont des génies. Et les génies, ça se reconnaît tout de suite. Et les mecs, ils savent exactement. Des Hitchcock du jeu vidéo, pour l'instant, il n'y en a pas. Parce que même Kojima, il fait des trucs très bien. Enfin, moi, j'aime pas. Mais je reconnais. Mais il les fait dans un certain créneau, chez une certaine compagnie, avec une certaine forme d'équipe, etc. Est-ce qu'il serait aussi à l'aise dans d'autres choses, avec d'autres équipes sur le marché, en indépendant? J'en sais rien. Toutes ces questions se posent aussi. Est-ce que finalement, ce qu'on crée dans l'expérience du studio ou dans l'expérience d'une entreprise, c'est pas propre à ce qu'on est en train de créer au moment où on le crée, en fait? Et est-ce que c'est applicable au reste? Je pense que c'est trop tôt pour le dire, en fait. À l'avenir, la fantasy et le jeu vidéo ont encore bien des univers à nous faire explorer. Quand j'entends des amis parler des jeux auxquels ils jouent actuellement, j'ai l'impression moi, d'un bouillonnement de quelque chose, à la limite d'un domaine qui est tellement vaste qu'on hésite à s'y aventurer parce qu'on n'aura jamais le temps, l'argent et la disponibilité pour explorer tout ce qui se fait. Parce qu'il n'y a rien qui a été fait en jeu vidéo. Je veux dire, le nombre d'univers, le nombre d'histoires, le nombre de choses, de personnages à créer, à creuser en jeu vidéo, c'est phénoménal. On est au début, donc c'est un Éden en fait, quoi. Qui est en plus un Éden exigeant, parce que derrière il faut quand même un minimum aimer la forme. On peut pas faire du jeu vidéo comme ça en disant tiens je vais créer un scénario vidéo et puis j'en ai rien à foutre. C'est pas vrai, parce que sinon t'écris rien, t'écris des trucs qui marchent pas, parce qu'il faut connaître le rythme. Parce qu'on sait très bien que des pavés de texte à l'écran, ça vaut pas un clou, quoi. Des gens, j'allais dire, qui ne seraient pas du tout allés vers des romans de fantasy ou de SF, aujourd'hui, le font naturellement dans le jeu vidéo. Et c'est très étonnant de voir avec quelle facilité ils s'emparent comme ça de concepts un peu étranges, ou même barrés. Je me sentirais absolument pas capable d'inventer toute seule un univers, un concept de jeu, tout ça non, mais faire partie d'une équipe et avoir des pièces en fait du puzzle à ajouter, ça m'intéresserait assez. Peut-être sur des points de scénario, des points d'intrigue, sur la création de personnages, ça m'intéresserait assez, ça. Peut-être que le jeu vidéo va lui permettre d'écrire plus facilement et de pouvoir vivre de sa plume plus facilement. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, c'est qu'on est quand même une génération de joueurs. Moi, j'ai le sentiment qu'un auteur peut vraiment, aujourd'hui, apporter des choses au jeu, comme le jeu lui a tant apporté, et comme ça, il y a des passerelles qui se créent, et ça va être très intéressant. La fantasy, elle est beaucoup plus diverse qu'on imagine. Et elle est en perpétuelle évolution. C'est pour ça que je refuse de faire des définitions de la fantasy aujourd'hui, parce que dans 5 ans, ce serait plus du tout la même définition. Parce que ça change tout le temps. On va pas devenir entre guillemets sérieux, quoi, parce que on se rend compte que c'est ça qui est sérieux en fait. C'est la fantaisie, c'est l'imaginaire en général. C'est un truc qui nous aide vraiment dans nos vies et qui est un pur plaisir presque métaphysique. Je vais pas me dire je vais arrêter d'écrire des histoires, des trucs de l'imaginaire. Maintenant je vais écrire sur ma vie parce que c'est plus intéressant. Parce que non, c'est pas vrai.